Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Paul-Félix Benedetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation donc, pour le Rhino, bien évidemment. Vous avez été également conseiller territorial. Alors, tous les jours, nous allons nous intéresser à une thématique, un thème d'actualité. En ce lundi, on va commencer par ce qui s'est passé. Affligé, scandalisé, atterré, voici ce qui animait le président de l'exécutif de Corse. Après le vote consultatif du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, c'était la semaine dernière en préfecture de Corse à Ajaccio. Ce dernier a en effet validé 20 voix pour, 7 contre et 6 abstentions la demande formulée par la CAPA de rattachement à l'Office public de l'habitat de Corse du Sud, alors que celui-ci doit être transféré au 1er janvier prochain, au même titre que l'OPH de Haute-Corse, à la CTC, enfin plutôt à la collectivité unique telle que prévue dans les ordonnances gouvernementales sous l'ère Jean-Michel Bayet. L'État a désormais 2 mois pour prendre sa décision définitive. Si Gilles Simeoni prend acte de ce vote, il dénonce en revanche une position grave du préfet qui, selon lui, a pesé sur l'issue du vote. On l'écoute. La CAPA, appuyée désormais par le préfet de Corse, s'appuie sur un texte de portée générale dont elle détourne l'esprit, un texte qui vise à permettre des extensions de compétences d'un plus petit établissement collectivité vers une plus grande, c'est-à-dire par exemple d'une intercommunalité vers un département, pour contourner la loi spécifique de la Corse pour des raisons qui regardent les auteurs de cette démarche. Je ne suis pas surpris de la demande de la CAPA, je suis affligé, atterré et même scandalisé par le fait qu'elle soit aujourd'hui cautionné et appuyé par le représentant de l'État. Alors Paul-Félix Benedetti, un préfet qui détourne la loi selon Gilles Simeoni. Un comportement qui est illégitime, qui va à l'encontre de la volonté de décentralisation, de donner à la Corse des pouvoirs nouveaux, de créer une collectivité unique dotée de compétences et de moyens. C'est de la continuation de wilaya politique, de passe-droit, de chantre du tribalisme et du clanisme, avec des offices HLM, avec tout son lot d'asservissement des populations, ce droit au logement contre des échanges. En général, ces échanges sont des échanges électoraux. C'est inadmissible. La Corse, en termes de logements sociaux, a un déficit de 100% par rapport à la France. Si la Corse était la France, on aurait 20 à 22 000 logements sociaux. On en a environ 10 à 12 000. Il en manque 10 000. Pour pouvoir avoir une politique de résorption de ce déficit, il faut un établissement public territorial qui soit non seulement un bailleur, mais qui soit un constructeur. Donc il faut créer cet établissement public, il faut aller au-delà de la simple logique des offices HLM. On ne peut pas attendre que ce soit des sociétés d'aménagement qui sont devenues des SA marchandes, y compris Eurelia, qui soient les porteurs de projets au bon gré d'opportunités commerciales. C'est pour ça que cette problématique des logements sociaux est fondamentale. Dans ce pays où pratiquement 40% de la population est sous le seuil de pauvreté, sont des ayants droit naturels à ces logements sociaux. Il faut qu'il y ait des règles, il faut que ces règles ne soient pas tribales et surtout il faut que ces règles soient équitables sur tout le territoire de la Corse. Aujourd'hui, on crée une disparité administrative et on crée un non-droit sur la région ajaxienne. Partir d'un texte de portée générale, en fait, hein, comme l'a dit Gilles Simeoni, pour contourner justement cette loi, vous pensez que c'est encore possible? On aurait pu aller au-delà juridiquement, on aurait pu faire quelque chose? Écoutez, la logique, c'est de respecter l'esprit de la loi. L'esprit de la loi qui crée la collectivité unique, c'est de créer des compétences territoriales sur des pans entiers de l'organisation de la société, dont les compétences qui étaient antérieurement dévolues aux départements. À partir du moment où les départements sont fusionnés dans la collectivité unique, toutes les compétences des départements, de facto, doivent être intégrées, interprétées de manière différenciée, au prétexte qu'on pourrait faire autrement, parce qu'il y a des points d'entrée législatifs qui permettent de contourner la loi générale, c'est inadmissible. Ça donne l'état d'esprit aujourd'hui des gouvernants et des tenants parisiens par rapport à ce qu'ils entrevoient pour la Corse. Donc il nous appartient à nous d'exiger des compétences législatives fortes et des dévolutions définitives et non plus quelque chose fait à l'emporte-pièce avec des règles au cas par cas. On doit avoir une règle générale de transfert de compétences dans tous les domaines et on doit s'inscrire durablement vers ces transferts de compétences. Vous l'avez suggéré tout à l'heure, vous pensez qu'il y a des vues clientélistes sur cette affaire? Tout à fait. Ouais. L'office d'HLM est un enjeu politique. C'est d'avoir une mainmise sur un électorat servile et doux. Et au lieu de créer, je dirais, un puits de bonheur, un puits d'espoir pour toutes ces familles qui sont en droit légitime d'attendre un logement décent, on crée une artificialisation de la demande, on la gère de manière politique, dans des bureaux opaques, comme ça s'est fait antérieurement dans les conseils généraux, et
on voudrait peut-être continuer à faire exister ce type d'attribution dans des sous-collectivités. Non, on doit avoir un seul centre de décision, on doit avoir des règles claires, faites dans la transparence. La territorialisation, c'est forcément garant de... La territorialisation est garante d'une règle unique pour toute la Corse. Ensuite, il appartient d'adosser à cette règle un cahier des charges d'attribution, un cahier de charges d'entretien et de maintenance des bâtiments, parce que la moitié sont délabrés, et la volonté de construire. On a besoin en Corse aujourd'hui d'un plan de construction de 1000 logements sociaux par an. On arrive péniblement à en construire 300. Ce n'est pas en créant des sous-administrations, des sous-services et des sous-établissements qu'on va y arriver. Il n'y a que le facteur d'échelle qui permet dans sa globalité d'être dynamique, d'être conquérant et d'avoir cette politique innovante. Et je crois qu'elle ne peut passer que par une collectivité qui va centraliser la demande et les besoins. Paul-Félix Benedetti, on se quitte, on se retrouve dans une petite heure, peu avant le grand journal de 9h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et ce matin, Paul-Félix Benedetti est notre invité. Bonjour Paul-Félix. Bonjour. Rebonjour même, puisque vous étiez avec nous tout à l'heure. Maria, on parlait notamment de l'office HLM. On parlait effectivement de cet office HLM, Paul-Félix Benedetti, et de ce qui va constituer en fait le fondement aussi de cette future collectivité unique. Vous avez dit ce logement social, c'est un enjeu aussi stratégique. Il y a cette problématique de territorialisation, il y a cette problématique du foncier aussi. Alors c'est vrai que le foncier qui va être géré par la collectivité unique, les attributions qui risquent d'être gérées par des collectivités, par des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, est-ce qu'on va arriver à s'y retrouver ? Dans le morcellement, il y aura confusion, il y aura rupture d'égalité entre les habitants de Corse, puisqu'il peut y avoir des règles disparates, des modes de gestion, des modes de conditions d'accès au logement, de typologie d'habitation, qu'il peut y avoir des politiques différentes, s'il y a des conseils d'administration différents et des décideurs différents. C'est la nature humaine qui veut ça. Ensuite, il y a, on l'a dit ce matin, rupture d'égalité par rapport à... Et surtout, il y a transgression de l'esprit de la loi de décentralisation qui crée la collectivité unique. On a supprimé les conseils généraux, c'est pas pour les recréer au niveau d'une communauté d'agglomération. Donc dans ces conditions, moi je crois qu'on doit entamer tous les recours nécessaires pour contester cette décision sur le fond et imposer au gouvernement un arbitrage qui passe au-delà de la simple décision préfectorale. Oui, parce que finalement, l'État, on l'a dit, a 2 mois pour prendre une décision ferme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse aller contre ce qui vient de se passer ? Je pense que le préfet est allé au-delà de ses prérogatives. Il a interprété l'esprit de la loi, peut-être sur ordre, mais il y a des engagements fermes, la volonté d'aller de l'avant dans une logique de décentralisation, de donner à la Corse des moyens au travers de sa collectivité unique. Or là, d'entrée de jeu, on l'ampute d'une partie de ses compétences dans un espace social fondamental, en sachant qu'il y a un désert en termes de logements sociaux, qu'il y a des files d'attente interminables, il y a une précarité absolue au travers les demandeurs. Et même chez ceux qui ont déjà obtenu gain de cause et qui attendent à qu'il y ait un logement plus grand, à qu'il y ait un logement ailleurs, on est sur des logiques où le politique a un rôle important dans l'organisation et il n'est pas bon d'avoir des décisions qui ne soient pas centralisées ou du moins homogènes. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir décision unique. S'il y a un conseil d'administration, il doit être pluriel, il doit être fait dans les rapports de proportionnalité, de groupes politiques qui siégeront à l'Assemblée de Corse, avec des personnalités extérieures conviées, dont les grandes agglomérations, qui ont leur quota de logement en ayant droit direct. Ça y était déjà avec les départements, mais on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des wilayas sociales. C'est inadmissible. On avait entendu le mouvement nationaliste défendre beaucoup les intercommunalités et défendre les prérogatives des intercommunalités. C'est pas ça, les prérogatives des intercommunalités ? La prérogative de l'intercommunalité, elle doit être définie dans un cadre général. Ça ne doit pas être une intercommunalité de Corse. Si nous admettons dans un consensus général que toutes les intercommunalités vont prendre sur leur territoire la compétence sociale en termes de logement, la compétence sociale sur l'aide aux personnes, tout ce qui est du social, ça peut être discuté, ça peut être quelque chose de bénéfique. Mais ça doit être fait en amont et de manière globale. Ça ne peut pas être fait au cas par cas pour la communauté d'agglomération d'Ajaccio. Oui, parce que Laurent Marcangeli, que nous avons reçu il y a quelques temps de cela, il y a une quinzaine de jours, lui nous disait qu'il ne voulait pas d'un centralisme. Et d'ailleurs, vous avez employé le mot tout à l'heure, d'un centralisme. Lui, il considérait que la communauté d'agglomération pouvait elle-même gérer ce genre de problématiques.
Et la Corse, même dans son centralisme le plus absolu, reste quand même une région toute petite et ses 300 000 habitants sont un grand quartier d'une grande ville. Donc dans ces conditions, le centralisme prend toute sa mesure à l'échelle de nos territoires et de nos populations. Par contre, quand on sait le besoin en termes d'aide sociale, le besoin en termes de logements sociaux, par rapport à la précarité de notre population, par rapport à l'état des revenus moyens des foyers fiscaux de Corse, où plus de la moitié de population a droit à ces logements et il en manque la moitié par rapport à ce qu'il y aurait en France. En France, en gros, il y a le double à population égale de logements sociaux qu'il y en a en Corse. Et la Corse a un revenu moyen qui est bien en deçà du revenu français. Ça veut dire qu'on doit au moins on doit atteindre le quota français. Le quota français, ça veut dire qu'en Corse, on doit avoir plus de 20 000 logements sociaux. Il y en a, on est dans les 10 000, il en manque la moitié. Mais dans ces conditions, il faut un opérateur économique qui ait l'air insolide, qui ne soit pas endetté, qui ne tape pas chaque semaine à la porte d'une collectivité plus grande pour demander l'aumône et des sous et pour demander son dû, comme c'est le cas de la CAPA. Ça veut dire que la collectivité territoriale, elle doit reprendre la main, ne serait-ce que pour avoir ce rôle d'opérateur technique et de constructeur, ce que n'avaient pas aujourd'hui les conseils généraux. Merci beaucoup Paul-Félix Benedetti. On vous donne rendez-vous demain, mardi. On abordera une nouvelle problématique de l'actualité. Merci. À demain. Bonjour, bienvenue sur Alta Frequenza. Bonjour Paul-Félix Benedetti. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine du Rhino. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. En effet, Paul-Félix Benedetti est notre invité cette semaine. Et aujourd'hui, mardi, on va revenir sur l'examen de la future loi de sécurité où les 3 députés nationalistes corses avaient déposé un amendement afin qu'un distinguo soit fait entre le terrorisme lié au djihadisme et les actions qualifiées de terroristes en Corse. Un amendement rejeté, les députés estimant que ce distinguo n'existait pas, mais aussi qu'il n'existait qu'un seul terrorisme. Pour Raphaël Gauvin, député de La République En Marche de Saône-et-Loire et rapporteur du projet de loi antiterroriste, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre le terrorisme islamique ou basque ou corse. Et d'ailleurs, le droit français antiterroriste ne fait pas cette distinction. Alors, indécent, scandaleux, stigmatisant, ce sont les mots de Jean-Félix Acquaviva, le député de la 2e circonscription de Haute-Corse qu'on écoute. Notre amendement visait à démontrer qu'il y avait quand même une démonstration d'un élargissement sur la notion de menace terroriste, c'est-à-dire qu'au-delà de l'islamisme radical, on allait très loin de la notion d'interprétation sur ce qui pouvait être une menace terroriste dans la loi et d'interprétation sur la notion de délit qui pouvait atteindre l'intérêt de la nation française. Quand on est au stade du délit, c'est encore moins fort qu'un crime, donc ça veut dire que l'on pourrait avoir dans le temps, à la faveur d'un gouvernement très sectaire ou autoritaire, des dérives à l'espagnol contre la Catalogne, à savoir considérer que, par exemple, si un peuple veut décider de son avenir, c'est un délit contre l'intérêt de la nation française, comme ça l'est aujourd'hui considéré par l'Espagne contre l'intérêt de la nation espagnole. Donc, face à ces élargissements-là et ces dérives sécuritaires potentielles, nous avons déposé un amendement pour essayer de recentrer le projet de loi sur ce qu'il a fait naître, le contexte des drames intervenus par les attentats du djihadisme et de l'islamisme radical, de recentrer sur le fait que ce projet de loi devait se concentrer sur l'islamisme radical. Donc, il y a eu un refus du gouvernement et de la commission des lois, et pire encore, il y a eu un amalgame, puisque le rapporteur de la commission des lois a tout simplement dit que le terrorisme corse, basque ou islamiste, c'était la même chose et c'était identique, ce qui est indécent, scandaleux, stigmatisant. Voilà donc Jean-Félix Acquaviva, est-ce que vous partagez le point de vue du député ? Oui, je vais même au-delà. Je considère qu'aujourd'hui, c'est un non-sens, c'est d'assimiler aujourd'hui les actions de revendication des Corses, ces comportements révolutionnaires qui conduisent à être souvent en marge de ce qu'un État de droit considère comme sa législation, mais que nous considérons aussi comme notre droit à l'expression et à la résistance. Ça pose un problème, c'est le problème des libertés, mais surtout, on n'est pas dans l'échelle des valeurs. Quand vous avez des égorgements en masse, des tueries de masse, et que vous les comparez à des actions de revendication telles qu'on les a connues en Corse ces 40 dernières années, on n'est pas du tout sur la même échelle, dans la même gradation, dans un ordre d'agression, même si on se met du bon côté français. Donc, quand je vois qu'en Corse aujourd'hui, on cherche à tourner la page, à rentrer dans un processus de réconciliation complet, de normalisation des rapports, de fin de conflit, moi je crois que c'est mettre de l'huile sur le feu en permanence. C'est d'avoir en permanence la volonté de nous mettre à l'index, de faire de nous un peuple maudit et de nous sans cesse de chercher à nous marginaliser aux yeux du monde.
quand on fait une carte des conflits mondiaux et qu'on met la Corse avec une énorme étoile au même titre que ce qui se passe en Afghanistan ou dans d'autres pays où on atteint le maximum de ce qu'il peut y avoir dans l'horrible et dans l'exaction, c'est indigne d'un pays qui se veut l'héritier originel des droits de l'homme. Aujourd'hui, la Corse a tendu la main pour avoir cette solution politique, et en permanence, il y a de la fermeture et il y a de l'irresponsabilité. Donc, on est circonspect, on ne comprend pas où la France veut amener les Corses. Paul-Félix Benedetti, certains esprits chagrins diront c'est cet amendement qui a assimilé les Corses. Cette loi ne concerne pas forcément les Corses et pourtant elle les concerne. On l'a vu même dernièrement avec les placements en garde à vue donc de 2 personnes, de 2 militants nationalistes qui se sont vus rattrapés par cette loi et rattrapés notamment par le fichier Fidjet. Ils ont refusé de faire partie, d'être inscrits à ce fichier Fidjet et ils comparaîtront le 22 novembre. Oui, moi je suis bien placé pour en parler puisqu'une des 2 personnes récemment interpellées est mon frère. Qui d'ailleurs n'est pas encore condamné, qui en appelle. Donc en théorie, en droit français, l'appel est suspensif de tout délit. Et de voir ce fichage, alors même qu'il a passé 3 années de détention à Fresnes, en quartier disciplinaire, avec les islamistes les plus radicaux qui sont aujourd'hui incarcérés en France et qui sont concentrés sur un seul étage de cette prison de Fresnes, juste sous l'étage de la direction, pour qu'il soit sous contrôle, effectivement avec les Corses au milieu, qui ont eu ce même traitement de défaveur. Mais c'est là où on peut confronter, je dirais, l'écart moral qu'il y a entre un Corse qui est là parce qu'il a défendu son pays, qui n'a pas de sang sur les mains, qui n'en aura probablement jamais, et ces personnes qui sont des bourreaux. Et de vouloir à tout prix créer l'amalgame, c'est essayer de marginaliser l'ensemble des Corses, et c'est pour ça qu'on doit réagir collectivement. Ce n'est pas le problème des 2 ou 3 personnes qui sont confrontées à cette problématique du fichage, et je suis d'ailleurs surpris que pour le moment il n'y en ait que 2 ou 3, puisque la loi s'adresse à tous les condamnés depuis 10 ans, donc si je fais à peu près les comptes, ça concerne plusieurs dizaines de personnes. Donc il faut qu'il y ait un sursaut collectif, un refus d'aller signer, même pour ceux qui ont déjà commencé à le faire, pour que par une action collective, on ait une levée de cette injustice qui n'est pas du tout adaptée à la volonté qui émerge aujourd'hui de la Corse d'avoir cette solution de paix, de vouloir en permanence pointer les gens du doigt. A Tsurtsiga ou Ispadio, à Avine et à Naïche et Vespin. On se retrouve dans un instant, Paul-Félix Benedetti. On va poursuivre cette discussion. Rebonjour Maria. Bonjour Frédéric. Bonjour Paul-Félix. Paul-Félix Benedetti. Bonjour. Donc pour le RINO, ou ancien conseiller territorial, donc vous serez candidat, on le sait, pour les prochaines élections territoriales. On parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission de cette notion de terrorisme, de l'amalgame. J'ai envie de dire, Paul-Félix, que finalement c'est un mot qu'on peut employer selon que l'on soit dans ceux qui écrivent l'histoire, par exemple, on rappelle que pendant la résistance, les résistants étaient qualifiés eux aussi de terroristes. Est-ce que vous faites ce parallèle-là, que vous vous sentez plus, par exemple, comme un résistant que comme des gens qui, à un moment donné, par rapport à la lutte armée qu'il y a pu avoir en Corse, que l'on qualifiait de terrorisme, est-ce que ça vous choque ? Ça me heurte, ça me choque. Ensuite, nous, on est des militants de la cause corse, simplement des militants qui avons adapté au cours des années, en fonction des besoins, des moyens de lutte légitimes, lorsqu'on a besoin de résister et qu'on a besoin d'affirmer des droits fondamentaux, des droits à l'existence, des droits à la survie, et que dans ces conditions, c'est l'histoire qui nous jugera collectivement. Pour le moment, il semble que nous soyons dans le fil de l'histoire, puisque à chaque fois qu'il y a des avancées politiques, elles sont faites sur les revendications originelles de ceux qui ont été décriés comme des malfaisants, qui sont en fait les bienfaiteurs de la Corse à chaque fois. Toutes les avancées qu'on a eues, elles sont portées par des revendications fortes, qui ont été tant décriées. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, et demain, j'ose espérer qu'on tournera la page définitivement et qu'on arrêtera ces atermoiements sur les qualificatifs et qu'on aura une politique d'apaisement
qui soldera ce conflit corso-français et qu'on arrêtera de s'invectiver avec des paroles et qu'on sera dans les choses concrètes avec la construction de ses droits légitimes au travers d'une souveraineté partagée et derrière une France qui sera à sa place, respectueuse d'une Corse qui sera à côté d'elle et qu'elle ne regardera pas en permanence comme le canard noir de la République. Vous êtes inquiet justement de la tournure que prennent les événements quand même? Il y a le rapprochement des prisonniers qui ne se fait pas, il y a de plus en plus de fichage, il y a des interpellations. Vous parliez de cette main tendue, elle n'est pas forcément saisie de l'autre côté de la mer. Oui, je suis inquiet de la mauvaise foi étatique, de ces comportements pervers, où il y a des déclarations à double sens, des comportements inadmissibles, qui sont en opposition avec des déclarations étatiques. Les plus importantes sont celles du président de la République. Lorsqu'il est venu en campagne électorale en Corse, il a annoncé à tout le monde que c'était un Girondin, qu'il était ouvert, qu'il était pour une autonomie, qu'il était pour des transferts de compétences. Et chaque jour qui passe, on voit qu'il est comme les autres et qu'il est peut-être même pire. Pendant la campagne, c'est comme ça que vous avez perçu Emmanuel Macron? Moi, j'ai écouté, je suis de ceux qui n'ont pas appelé à le voter. Je suis de ceux qui ont été très circonspects sur son comportement en considérant que c'était quand même un parvenu en politique, qui n'avait pas de repères, qui n'avait pas de base. Mais il me semble avoir entendu que c'était potentiellement quelqu'un d'ouvert. Aujourd'hui, il me semble qu'il est assez fermé, assez obtus. On a l'impression que ces gens-là, qui réussissent en politique, qui sont quelque part rattrapés par la posture qu'ils occupent par la suite. C'est-à-dire qu'effectivement, même des fois en off, on peut l'entendre, nous, dans notre métier, certains hommes politiques français qui tiennent certains propos, mais dès lors que ce sont des propos officiels, là, il y a un changement de ton, comme si l'opinion publique sur le continent n'avait pas encore franchi le pas et qu'ils rentrent dans le rang quelque part. La France est prisonnière de son dogme jacobin, de cette unicité de la nation, de cette unicité de la langue, de ces mythes fondateurs inexistants. La France est un pays qui s'est fait par la juxtaposition de régions qui étaient soit des royaumes antérieurs, soit des morceaux de terre conquis par annexion militaire, dont la Corse. À partir de là, elle n'a pas cette historicité millénaire comme d'autres pays au monde l'ont. C'est un pays très contemporain, quoi que dise l'histoire de France, qui a été construite pour cette création du mythe citoyen français, avec Clovis comme mythe fondateur, Jeanne d'Arc, et j'en passe. Au XXe siècle, elle en a moins de mythes, parce que la France, elle est passée à côté de beaucoup de choses. Mais par rapport à la Corse, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, tous les présidents ont des mots émancipateurs pour la Corse, c'est à la mode. Et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont prisonniers de leur appareil étatique avec tous ces énarques, tous ces conseillers qui viennent valider cette notion de pays centralisateur qui est commandée aujourd'hui par une caste d'administratifs. Il faut qu'elle en sorte, la France. Est-ce que la Corse doit être ce laboratoire expérimental pour faire exploser ce cercle maléfique de cette suradministration et de ces sphères c'est une nouvelle monarchie en fait, qui est dressée en France par tous ces administrateurs, qu'ils soient énarques ou autres. Moi, je crois qu'on doit écouter la Corse. La Corse a manifesté sa volonté de s'inscrire dans le XXIe siècle avec une émancipation forte. Le président Macron a promis aujourd'hui qu'il passe de la parole aux actes. Alors que sur deux petites choses, transfert de compétences des HLM, on revient sur un sous-conseil général, en transférant une compétence partielle à une petite région de Corse, la communauté d'agglomération d'Ajaccio. Transfert de finances, la juxtaposition des crédits antérieurement dévolus aux deux conseils généraux, normalement on aurait dû avoir la même chose pour la collectivité unique. Ben, on a encore moins. Je veux dire, il y a un problème de comportement. Je veux dire, ils sont schizophrènes, c'est tout. On se quitte, Paul-Félix Bénédette. Et à demain, on parlera politique. À demain. À demain, au revoir. Bonjour Paul-Félix Bénédette. Bonjour. Pour le Rhino, vous êtes notre invité cette semaine en ce mercredi. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Nous allons aborder ce mercredi une nouvelle thématique avec notre invité. Alors que tout semblait indiquer que Jean-Charles Orsucci conduirait la liste En Marche au territorial avec François Hollande et en troisième place, une partie des instances parisiennes, vous le savez, Paul-Félix Bénédette, a proposé Michel Barra tête de liste. Pour autant, Jean-Charles Orsucci et François Hollande y ont décidé de continuer leur marche et de se lancer dans la campagne sans attendre la bénédiction parisienne qui peut encore arriver malgré tout avec deux mots-clés, autonomie et ouverture. On écoute.
C'est dans cet esprit, en effet, que nous nous sommes réunis, notamment à Corté cet été, pour poursuivre la démarche que nous avons entamée avec Maria Iulicelli, avec Francis Diouge, avec Jean-Charles Orsucci, avec d'autres, bien sûr, dans l'esprit de la démarche de La République en marche, pour soutenir l'action d'Emmanuel Macron et pour lui donner surtout, sur la Corse, une vision co-construite avec le territoire, dans l'esprit girondin qu'il évoque en règle générale quand il parle de l'organisation du territoire. Les Corses attendent également d'autres alternatives que ceux qui sont aujourd'hui martelés, et je crois qu'il y a, face aux décisions qui ont été prises, notamment dans le mouvement nationaliste, des interrogations, et nous sommes, me semble-t-il, tout à fait en mesure d'apporter ce qui va rassurer, un projet régionaliste, un projet qui mettra la Corse au milieu d'un dispositif d'autonomie que tout le monde préconise, mais peut-être à la différence d'autres, notre projet, lui, ne veut pas privilégier une nouvelle évolution institutionnelle ou uniquement une concentration sur un regard purement économique, mais au contraire, mixer les deux. Voilà, donc François Hollande dit, alors on parle d'esprit girondin, d'autonomie, mais on regarde toujours vers Paris pour savoir qui va avoir l'investiture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, même s'ils s'affranchissent de cela. Ouais, vous savez, Hobbes l'a très bien décrit dans le Léviathan, hein. C'est le syndrome du pouvoir central et c'est cette allégeance permanente. Moi, je crois qu'en Corse, on doit créer un contre-modèle. On doit être nous-mêmes et on doit aspirer à une organisation sociétale qui soit à la hauteur de nos enjeux. On ne peut pas se caler sur ce qu'a fait Paris, on ne peut pas se caler sur ce qu'a fait la France. Ça nous a conduit au désastre, ça nous conduit à l'agonie et on doit légitimement aspirer à s'autogouverner par une classe politique émergente qui ne soit absolument pas issue de la régénération des clans antérieurs, qui sont des affidés de ces pouvoirs féodaux qui ont asphyxié et tué la Corse, et on doit tourner la page. Et s'ils ont besoin de la bénédiction papale du pape Macron, je crois que leur vision, elle est complètement hors de champ. La Corse, elle a besoin de personnes qui regardent la Corse. On ne doit pas attendre grand-chose du pouvoir parisien en termes de compétences intellectuelles, en termes de compétences pratiques, en termes de management, en termes d'évolution, en termes de changement de comportement. Et j'aurais compris qu'il y ait des personnes qui soient issues d'un courant de gauche, qui revendiquent la révolution sociale, qui revendiquent le progrès, qui revendiquent un droit à une existence juste, légitime. Là, tout ce qu'ils revendiquent, c'est la bénédiction de Macron, mais c'est affligeant. Ça me fait pleurer. Paul-Félix Benedetti, donc François Hollande, il disait les Corses attendent autre chose, y compris que ce que propose jusqu'à présent la majorité territoriale. Vous aussi, vous attendez autre chose. On sait que vous partirez tout seul. Moi, je crois quand même que M. Hollande, qui a été candidat législatif, a eu quand même un échec assez cuisant, alors qu'il était dans la dynamique Macron, hein, qui pouvait le porter sur une grande vague. Je crois qu'il est resté sur un petit clapot. Et que la force qui porte aujourd'hui la Corse, c'est une force vers l'émancipation, vers le renouveau, vers des choses neuves, et sûrement pas vers un relooking des archaïques. Mais vous n'êtes pas d'accord, notamment avec la majorité territoriale, sur plusieurs sujets, puisque... Non, nous avons, nous, notre vision hein, sur certains points fondamentaux, bien sûr, et ce sont des contributions. Il peut arriver qu'elles ne soient pas en phase avec les préconisations actuelles qui sont proposées par la classe dirigeante majoritaire, mais ça, c'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu du dialogue, c'est le jeu de la politique. C'est d'autres visions sur certains points. On a vu la stratégie, là, notamment des candidats de droite qui se présentent, la diabolisation, en tout cas c'est ce que dénoncent les nationalistes. Est-ce que vous pensez qu'on est rentré dans une campagne de diabolisation des nationalistes? Est-ce que vous le ressentez, vous? Écoutez, moi je vois un clan aux abois, je vois des déchets-clanistes qui aujourd'hui, étant à court d'idées, étant sur un constat d'échec séculaire, cherche aujourd'hui à trouver comme fenêtre de tir politique un point de rupture sur la logique de souveraineté, l'indépendance, l'autodétermination. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. Le monde évolue, on le voit en Catalogne, on le voit en Irlande, on le voit en Écosse, on le voit au Kurdistan, on l'a vu au Kosovo, on l'a vu en Macédoine, on l'a vu sur les pays baltes. Je veux dire, il y a un retour au droit légitime historique des vieux peuples. La Corse est un vieux peuple, un vieux peuple.
c'est l'histoire. Ils ne pourront pas travestir l'histoire. Elle reviendra naturellement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en Corse, on a atteint un niveau de vie misérable. Et que ce dont on a besoin, c'est d'une classe politique dirigeante qui soit en capacité de construire une alternative au modèle français. Et ce n'est pas avec des affidés du clan, avec un mimétisme parfait, avec les comportements parisiens, qu'on va s'en sortir. Et dans ces conditions-là, je pense qu'une nouvelle fois, la grande masse du peuple corse va légitimer, au travers des élections qui vont se dérouler dans 2 mois, une logique qui sera cette logique de changement définitif. On se quitte, Paul-Félix Benedetti, on se donne rendez-vous dans un peu moins d'1 heure pour la suite de notre entretien. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Rebonjour Maria. Rebonjour Frédéric. Paul-Félix Benedetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine, on vous retrouve tous les matins à 7h45 et 8h55. On parlait des territoriales tout à l'heure, on va donc poursuivre notre entretien. Votre liste, est-ce qu'elle est déjà faite ou pas? Elle sera dévoilée quand? Écoutez, l'ossature de la liste est quasiment bouclée. Elle sera dévoilée le 15 octobre. D'accord, donc très bientôt. Le positionnement par rapport à la globalité FEMO-Agorsica. Écoutez, nous, c'est une liste faite de militants qui ont toujours eu la constance d'une lutte au service de la Corse, de son émancipation, de ses droits nationaux, des droits légitimes, d'essayer de faire encore en sorte qu'on remonte notre niveau de vie. C'est une liste qui s'adresse à tous les Corses, à toute la population de Corse, avec 2 objectifs. Un objectif, bien entendu, d'existence en tant qu'entité souveraine un jour, bien entendu en passant par toutes les étapes successives nécessaires, dont une première étape avec un pouvoir législatif dévolu de type autonomie. Ultérieurement, après plusieurs années d'expérimentation, de proposer un processus référendaire d'accession à la souveraineté, comme l'a engagé la Catalogne, comme l'a engagé l'Écosse. Et bien entendu un champ d'action immédiat pour remonter ce niveau de vie, pour redonner aux Corses un droit à l'existence légitime et décent, en s'occupant des 80 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas un accaparement de richesses comme c'est le cas aujourd'hui, avec des riches qui deviennent de plus en plus riches et des pauvres qui deviennent de plus en plus miséreux, dans des proportions inégalées en Europe depuis ces 20 dernières années. Qu'est-ce qui vous différencie de FEMO? Moi, je ne vois pas de but en blanc ce qui nous différencie. Ce que je sais, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des personnes généreuses, nous sommes des personnes constantes dans nos engagements, qui ne feront aucun renoncement, aucun reniement, qui garderont toujours notre manière de parler, notre manière d'affirmer les choses, notre manière d'entrevoir des solutions, de proposer à chaque fois qu'on a une objection, une construction, c'est-à-dire d'être dans une logique politique dynamique et pour essayer de sortir la Corse de cette ornière et de ne pas rester dans des atermoiements et dans des demi-mesures. Alors souvent, lorsqu'on est en campagne, c'est de bonne guerre et c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'on n'est pas dans la majorité, on attaque le bilan de la majorité. Vous, comment vous allez faire? Puisque vous n'êtes pas la majorité, mais en même temps, vous êtes très proche des idées de la majorité. Nous, on n'est pas dans la majorité de gouvernement, mais on est dans la majorité politique. On fait partie de ceux qui ont contribué largement à la victoire des idées nationalistes, de par la rectitude de notre engagement, par notre sincérité, par nos sacrifices, par notre comportement au quotidien depuis ces 40 dernières années. Maintenant, dans le cadre de projets de gouvernement, il y a des options que nous ne partageons pas, mais ce n'est pas le traceur d'une logique de rupture. Au contraire, c'est une contribution politique qu'on apporte comme dans un pays où, vous savez, demain, vous êtes d'accord sur 90%, et puis il y a 10% où il faut discuter. Alors, il y a 2 méthodes, où c'est le vote majoritaire, ou c'est le consensus. À partir du moment où il n'y a pas d'espace politique qui associe les autres courants du nationalisme en dehors de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, il est évident que notre espace de débat, il n'est que public. On vous a entendu quand même être critique vis-à-vis de cette hégémonie, de cette majorité à l'Assemblée de Corse. Écoutez, moi, ce qui est critiquable, c'est des comportements pas forcément hégémoniques, mais des comportements dirigistes. Nous avons fait une proposition de la Scelta Patriotica d'un regroupement de toutes les forces politiques constituées, dont la nôtre. On considère qu'elle existe, qu'elle a un droit à la parole, un droit à la représentation. Notre proposition écrite est restée lettre morte, aucune réponse. À partir de là, on en prend acte et on constitue notre liste.
D'ordinaire, lorsqu'il y a une liste élue, lorsqu'il y a une majorité, il y a toujours des mécontents. C'est toujours comme ça, quelle que soit la liste, quelles que soient les personnes. Est-ce que vous allez essayer justement de récupérer peut-être les mécontents de ces 2 ans de mandature? Non, on ne cherche pas à récupérer des mécontents, on cherche à fédérer des forces vives, à constituer une ossature de combat, parce que la Corse a besoin de gens qui se projettent dans un avenir de construction, pour essayer de résorber tous ces déficits qu'on a, déficits culturels, déficits dans l'organisation de la société, déficits dans les comportements, dans les mentalités, dans la perte de tous nos repères. Dans ces conditions-là, on est dans une logique positive. On n'est pas du tout dans une logique de récupérer des aigris, des déçus, des mécontents. On veut des votes d'adhésion. On ne veut pas des votes qui vont être des votes de défiance à un autre bord. Et je crois qu'on doit se projeter dans cette dynamique-là. La politique, elle est faite pour essayer de faire avancer les choses. Elle n'est pas faite pour contrer quelqu'un. Elle est faite pour amener un avènement de choses nouvelles et de porter ses idées et la manière de les mettre en œuvre au plus haut niveau. C'est ce qu'on voudrait faire. Et donc l'objectif, c'est de réunir cette grande famille politique dans un second tour, voire même dans l'avenir pour d'autres scrutins. À l'avenir, c'est d'avoir déjà une réunion politique au travers d'un hémicycle qui soit majoritairement constitué de forces de progrès et des gens qui veulent aller de l'avant et qui tournent le dos à cet archaïsme de cette tutelle française qui nous a asphyxiés pour qu'on puisse avoir une vision pragmatique sur les 3 années, parce que la mandature à venir va être très courte, pour pouvoir négocier avec la présidence Macron de manière forte et efficace. Et qu'on ne soit pas piégé par des discours archaïques avec une force reconstituée autour des clans qui se sont inventés des nouvelles idoles sous prétexte qu'elles sont rajeunies, mais qui ont tout à fait le même langage et les mêmes comportements. Alors on se quitte, Paul-Félix Benedetti, Maria. Merci, également. À demain. On se donne rendez-vous demain. Au revoir. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Paul-Félix Benedetti, bonjour. Bonjour. Pour le Rhino, donc candidat aux élections territoriales qui approchent, et d'ailleurs vous avez déjà été conseiller territorial, Paul-Félix. Alors en ce jeudi, on va revenir sur l'inquiétude des élus insulaires après leur rencontre avec Gérald Darmanin à propos des finances de la future collectivité unique de Corse. Stéphanus Bradji, premier adjoint au maire d'Ajaccio en charge des finances, faisait partie de la délégation reçue à Paris, et il s'est dit surpris et inquiet qu'à moins de 3 mois de l'avènement de la future collectivité de Corse, on ne sache pas encore quel est le montant de l'enveloppe budgétaire. On écoute un extrait de son interview. J'ai été quand même assez surpris qu'à 2 mois d'une élection aussi importante qui va entraîner la mise en place d'une nouvelle institution, des questions aussi essentielles que l'accompagnement financier de cette institution soient encore dans le flou. Il est à noter qu'un certain nombre de discussions visiblement avant l'été avec l'ancien gouvernement n'ont pas fait l'objet d'une sécurité juridique permettant aujourd'hui de se débarrasser de toute notion équivoque autour des outils financiers qui vont accompagner cette nouvelle collectivité. Donc ça, c'est déjà sur la première impression. On sent quand même une certaine impréparation de part et d'autre. Et d'arriver, je dirais, à cette échéance-là avec autant de doutes, c'est assez préoccupant. Voilà, ça c'est sur l'état d'esprit. Voilà, donc Stéphanus Bradji, est-ce que vous partagez son point de vue ? Sur la forme, oui, effectivement. Il y a eu beaucoup de comportements copain-copain avec M. Bailey, qui a une bonne bouille, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de décret et il n'y a pas de circulaire qui sécurise les transferts financiers. Mais il y a l'esprit de la loi. Ce qui n'est pas écrit est connu. On ne peut pas envisager aujourd'hui qu'il y ait transfert de compétences sans qu'il y ait transfert des moyens antérieurement dévolus à la collectivité territoriale. Ancienne mouture, conseil général 2A, conseil général 2B. Ça veut dire que les budgets, qu'on le veuille ou non, ils sont connus. Je vois mal l'État rentrer dans une politique de restriction budgétaire alors qu'on nous donne des compétences nouvelles, accrues, et qu'on nous demande peut-être d'en prendre la charge à moyens constants. Donc les moyens, il faut qu'ils soient au moins égaux aux moyens antérieurs. Pour moi, c'est une évidence. Si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on est archi nul. Donc la tâche de la nouvelle collectivité, ça va être d'exiger. Ensuite, d'exiger que les enveloppes soient des enveloppes globales, qui aient fongibilité de l'ensemble des dotations, quelles qu'elles soient, que ce soit les enveloppes en dotation générale, l'enveloppe des transports, l'enveloppe du social. On doit pouvoir avoir une administration centralisée avec une unicité de caisse, c'est-à-dire une autonomie financière sur la base de ce qui nous est dévolu. On ne doit pas rentrer chapitre par chapitre. Après, c'est sûr que c'est des discussions qui doivent se faire
non pas avec Bercy, mais avec le président de la République. On ne peut pas accepter que des inspecteurs des finances soient les arbitres de politique de portée internationale. Justement, est-ce que vous trouvez qu'il reste encore quelque chose dans cette collectivité unique? Les finances, on ne sait pas où on va. On parlait en début de semaine donc de la problématique des logements. Est-ce que on avait dénoncé une coquille vide, les détracteurs de cette collectivité avaient dénoncé une coquille vide. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours le moyen de la remplir? Le moyen de la remplir, ça va dépendre de notre niveau de revendication. Mais moi, je crois que la collectivité unique doit être l'antichambre d'une structure politique qui doit être ratifiée par une évolution de la Constitution et qu'on doit créer cette entité avec ces transferts de moyens, au même titre, par exemple, de ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie et au même titre de ce qui existe depuis 45 ans en Sardaigne. Ça doit être ça. L'objectif de ces 3 années, c'est d'arracher cette évolution institutionnelle et qu'on ait un niveau zéro de financement et qu'ensuite on ait les moyens, nous, de nous adapter et qu'on montre ce qu'on est capable de faire avec notre... mais qu'on ait un état zéro. Là, aujourd'hui, on nous joue la carotte et on ne nous donne aucune enveloppe globale, on nous donne que des enveloppes fléchées avec des bénéficiaires qui sont déjà cernés, où il y a même moins de moyens qu'on a de besoin, ce qui veut dire qu'on est sur une politique fermée. On est sur une politique qui va conduire à un déficit structurel de la collectivité territoriale. Or, on n'a pas les moyens de gérer notre fiscalité, puisqu'on n'a pas les transferts de compétences, et on n'a pas les moyens de créer des fiscalités additionnelles sur des taxes, sur des choses qui, par exemple, seraient évidentes, comme des taxes de navigation, des taxes de séjour différentes, des taxes sur les résidences secondaires, tout ce qui nous permettrait d'avoir des subsides complémentaires. Donc ça veut dire que la réponse, on a besoin d'une évolution institutionnelle forte, mais elle doit déboucher dans les 3 ans. On ne peut pas attendre 50 ans. Sinon, on va arriver à une collectivité territoriale en faillite et on va se retourner à ce moment-là vers nous en disant vous avez mal géré. Non. On nous donne un outil qui est ingérable naturellement. Mais la seule solution, c'est pas de commander de temps en temps une enveloppe par-ci, une enveloppe par-là. On doit demander une solution qui soit globale avec cette évolution et qu'on puisse être en capacité d'auto-organiser notre administration et de gérer nos besoins avec les moyens qu'on a et qu'on se donne toutes les ambitions pour que ce pays puisse regarder l'avenir avec sérénité. Alors justement, on entend dire, en 2020, il faut l'autonomie. C'est le moment ou jamais, c'est maintenant. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous partagez cette idée? On peut l'appeler autonomie, on peut l'appeler première étape dans une logique de souveraineté. Ce qu'il faut, c'est des transferts de compétences de plein droit, avec des pouvoirs législatifs, qu'on puisse régler de par nous-mêmes notre politique foncière, notre politique agricole, notre politique sociale, notre politique éducative, notre politique de santé, notre politique culturelle, notre politique d'intégration des personnes qui viennent en Corse. Tout ça, même notre politique de police intérieure, on doit pouvoir aussi se gérer nous-mêmes. Et tout ça, ça demande un transfert global. On se quitte, Paul-Félix Benedetti. On poursuivra cette discussion dans une petite heure avant le grand journal de 9h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qui a répondu à notre invitation. Rebonjour, Paul-Félix. Vous étiez avec nous tout à l'heure. Rebonjour, Maria. Rebonjour. On parlait notamment de cette fameuse collectivité unique qui, c'est vrai, plus on s'avance, plus on se demande si c'est pas une coquille vide qui nous attend. C'est un peu la question qui se pose là. Effectivement, Paul-Félix, vous disiez, il faut une solution globale, il faut peut-être un statut fiscal spécifique, il faut beaucoup de choses, il faut qu'on puisse gérer nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce que veut faire le gouvernement, c'est justement de tout scinder, l'enveloppe de continuité territoriale d'un côté, une politique. On a l'impression que c'est les économistes, du coup, qui gèrent cette future collectivité unique et que le volet politique, il a été un petit peu balayé. Oui, là, si on laisse faire actuellement comme ça se dessine, on va avoir une collectivité qui va être en fait une concentration de services sans aucun pouvoir de décision, puisque toutes les enveloppes sont déjà préaffectées et fléchées par des politiques initiées par le gouvernement français, et c'est l'inverse de ce qu'on veut. On veut avoir un budget général, un budget central, une unicité de caisse et la possibilité de choisir des priorités en fonction de nos besoins stratégiques. En termes d'aménagement structurant, en termes de social, en termes d'éducation, en termes de culture.
en termes de gestion de nos espaces, en termes même de police intérieure. On doit avoir, à un moment donné, les moyens d'autogérer l'espace. Ça veut dire que ça ne peut se faire que s'il y a une différenciation par rapport aux lois aujourd'hui qui sont les lois fondamentales de la France, et on doit avoir une évolution institutionnelle qui passe par une révision de la Constitution pour que la Corse ait des droits nouveaux. La collectivité n'est que le contenant de ce qu'elle va recevoir, et ce qu'elle doit recevoir, c'est cette nouvelle loi. Et il faut arrêter de tergiverser. Sinon, on va rentrer encore dans une période de conflit pour pouvoir exiger les moyens nouveaux, les moyens adaptés. On va faire du sectoriel, et ça va enlever la revendication politique. On va rentrer dans des revendications catégorielles. C'est le piège vers lequel veut nous envoyer l'État, et il ne faut pas rentrer dedans. Il faut rester sur une logique de globalisation du problème et d'une revendication qui soit une revendication simple et légitime, et on doit se caler sur ce qu'ont déjà les Sardes. Alors on sait que la Constitution française est une problématique pour justement arriver à ça. Est-ce que vous pensez qu'en cas de victoire des nationalistes lors du prochain scrutin, est-ce qu'on pourrait organiser un référendum qu'on a pu le voir en Catalogne? Alors peut-être pas un référendum sur l'indépendance, parce que je pense que ça serait un risque quand même pour les nationalistes, mais un référendum sur l'autonomie, est-ce que vous pensez que c'est envisageable et souhaitable? C'est pas envisageable. Non. Aucune autonomie n'a été actée par un acte révolutionnaire qui a généré un référendum. Un référendum, c'est fait pour choisir une souveraineté absolue. On ne choisit pas un copartage de responsabilité avec un État central comme la France par voie de référendum. L'autonomie, elle doit nous être octroyée de plein droit par une décision unilatérale de la France au vu du retard historique de la Corse et au vu de son droit légitime à l'existence. Ça ne peut pas passer par un référendum. C'est un droit absolu. Par contre, une fois qu'on aura acté ce droit et qu'on aura mis en œuvre les moyens qui vont derrière, après un laps de temps suffisant pour rééquilibrer l'économie de la Corse, pour montrer la viabilité d'un modèle économique nouveau, à ce moment-là, on peut engager un référendum pour demander aux personnes, en leur âme et conscience, et en fonction de ce qu'elles ont vécu, adossé à ces nouvelles compétences, savoir si elles veulent poursuivre avec une voie séparée ou si elles veulent rester dans le statu quo. C'est uniquement comme cela qu'il faut engager un système d'autodétermination par voie référendaire. Emmanuel Macron qui dit « je ne prendrai pas de décision concernant la Corse avant les élections territoriales », mais néanmoins il y a cette collectivité unique qui arrive. À quoi il joue d'après vous? Il joue la montre. Maintenant, on n'a pas beaucoup à attendre. On n'est plus à 2 mois près, on attend depuis 2 siècles. Maintenant, il y a des engagements de campagne, il y a le vent de l'histoire, il y a ce problème corse récurrent. Une nouvelle victoire nationaliste, ça pourrait avoir force de référendum en fait, parce que les propositions nationalistes, elles sont claires. C'est en tout cas un traceur politique. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit général. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'émancipation qui va sortir des urnes. Il y a la volonté de sortir du système administratif actuel et de créer quelque chose de complètement nouveau. Et il appartient au président de la République, en toute lucidité, de se saisir de cette opportunité pour donner à la Corse les moyens administratifs et constitutionnels pour que ça puisse être rendu légal dans le cadre du carcan légal français, avec cette constitution très très contraignante. Et je pense que ça peut lui servir d'opportunité pour, à terme, réformer la structure archaïque de la France, qui est l'héritière directe d'un système napoléonien. Eh bien, merci Paul-Félix Bénédette. Si on se quitte, eh bien, rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier jour. Merci. À demain. À demain. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Paul-Félix Bénédette, bonjour. Bonjour. Du Rhino, bien entendu. Vous êtes candidat pour l'élection territoriale. Alors, en ce vendredi, on va revenir sur bien la position du préfet de Corse, qui a rappelé, voici quelques jours, dans une conférence de presse, qu'il n'y a pas d'État colonial en Corse, qu'il n'y a pas de justice politique, pas de guerre et de rapport de force entre la Corse et l'État, qu'il n'existe aucune justification du recours à la violence, ou encore que nous en sommes dans un État de droit et qu'il faut que la justice passe. Pour Bernard Schmetz, le rôle de l'État dans l'île n'est pas hégémonique, mais bel et bien axé autour d'une relation partenariale et neutre avec les différents élus. On écoute un extrait de l'interview. Ce que j'ai voulu, c'est, mais en écho aussi à des propos que j'ai tenus depuis mon arrivée, pointer un certain nombre de clichés, de propos caricaturaux qu'on voit notamment se développer sur les réseaux sociaux. Et j'avais, dans un passé assez récent, évoqué notamment les clichés qui circulent sur la Corse et les Corses, tout à fait inadmissibles. Et aujourd'hui, j'ai évoqué, dans le même esprit, des clichés tout aussi inadmissibles qui circulent quelquefois sur l'État. Et simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas effectivement d'État colonial en Corse, ça me semble assez évident. Il n'y a pas de justice politique, il n'y a pas non plus de rapport de force inéluctable
inéluctable. Entre la Corse, il y a des désaccords, il y a des débats démocratiques, mais il n'y a pas de rapport de force inéluctable. Et en tout cas, l'action des services de l'État ici, elle se déroule selon les règles républicaines, la règle du jeu républicaine. Donc des propos de Bernard Schmelz, le préfet de Corse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des clichés, il n'y a pas de justice politique, c'est un cliché de le dire? Ce sont les propos d'un simple employé de l'État, qui est dans son job d'être aux ordres sur une interprétation et de cette vision française, jacobine, archaïque, dominatrice et coloniale. Maintenant, refuser l'évidence, aujourd'hui la Corse, elle est dans cet état d'archaïsme économique. On va parler déjà de ça, tout simplement parce qu'il y a eu la volonté manifeste qu'elle ne se développe pas, qu'elle n'ait pas les moyens de créer un niveau de richesse qui lui permette d'aspirer légitimement à quelque chose de nouveau, de simple, et de voler de ses propres ailes. Il a fallu un sursaut fort à partir des années 70 avec le renouveau des revendications nationalistes, et pour qu'il y ait cette prise de conscience qui a pris 40 ans pour émerger aujourd'hui avec une majorité de la population qui entrevoit ce changement comme salutaire et comme une évidence. Ça a pris du temps. C'est pas nous qui avons, quand il y a des guerres, mobilisé 2 fois plus qu'ailleurs, comme on le faisait dans les colonies africaines. C'est pas nous qui avons créé les barrières douanières, qui ont empêché les Corses d'exporter, qui ont arrêté notre commerce avec toute la Méditerranée, alors qu'on était une île au XIXe siècle dynamique et rayonnante, et qui sommes devenus 1.0 de l'économie avec 100% d'importation et 0% d'exportation. Donc nous avons mis sous domination. Donc dans ces conditions, c'est pas nous qui avons imposé l'interdiction totale de la pratique de la langue corse dans les écoles, dans les usages publics, alors que c'était la langue de 100% de la population jusqu'en 1920, et qui aujourd'hui malheureusement est sur le déclin parce qu'il y a eu cette asphyxie par cette volonté étatique française d'hégémonie. Donc refuser cette vision coloniale, c'est petit. Moi je préfère garder de la France le discours de Michel Rocard, qui a reconnu l'action néfaste de la France en Corse et qui a proposé de se tourner vers l'avenir et d'aller vers l'émancipation et de reconnaître les droits légitimes au peuple corse. C'est bizarre parce que c'était à la fin des années 80, les propos, me semble-t-il, de Michel Rocard. C'était il y a 30 ans et on a l'impression qu'on a reculé en fait dans certaines sphères parisiennes. Oui, parce que la France elle reproduit des castes qui ont en permanence la volonté de reproduire ce système archaïque, féodal, tribal, jacobin, centralisateur. Aujourd'hui, il n'y a plus que la France et la Turquie en Europe. Je crois que si la France continue comme ça, fin du XXIe siècle, c'est un pays qui aura totalement disparu de la planète. Pourquoi, d'après vous, le préfet de Corse avait besoin de tenir ces propos aujourd'hui ? Je sais pas, je pense qu'il est sorti de son rôle d'administrateur. Il a voulu jouer un rôle politique qu'il n'a pas, sauf s'il devient le représentant d'un dictateur. Or, il est le représentant d'un pouvoir populaire et démocratique, qui est le gouvernement français, qui est l'émanation d'une majorité, et il n'a pas à tenir ses propos. Un ministre peut tenir ses propos, mais un préfet ne peut pas tenir ses propos. Oui, en effet, il n'est pas élu. Le fait que ce soit avant un scrutin important pour la Corse, est-ce que c'est une coïncidence selon vous ? Il essaye de créer un clivage entre les tenants de la sécession et les tenants du statu quo et de la légitimité française. C'est totalement faux. Aujourd'hui, le clivage, il va se faire sur les porteurs d'espoir, les tenants d'un mieux vivre, d'un progrès social émancipateur, et les tenants d'un archaïsme, d'un tribalisme et d'un emprisonnement des populations et d'une paupérisation de notre île. Merci beaucoup, Paul-Félix Benedetti. On se retrouve tout à l'heure dans une petite heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Rebonjour Maria. Rebonjour Frédéric. Rebonjour Paul-Félix Benedetti. Bonjour. Pour le Rhino, bien entendu, vous serez tête de liste donc de la liste Ourino. Elle va s'appeler Ourino ou il y aura... Non, il peut y avoir une surprise, on la dévoilera dans les quelques jours. Le 15 octobre, je crois, c'est ça. Voilà, le 15 octobre, c'est en préparation.
On rappelle que le 15 octobre, vous allez dévoiler donc les noms de cette liste. On parlait tout à l'heure avec Paul-Félix Maria, il y a des propos du préfet sur les clichés, mais c'est un peu débordé sur cette thématique. C'est un peu débordé, effectivement, Frédéric. Vous demandez si vous pensiez que c'était une coïncidence que ces propos, à quelques mois, à quelques semaines d'un scrutin. Oui, il y a une montée en force de cette logique des tenants de la Corse française et républicaine. Ça me fait penser aux années 80 avec la CFR. C'est même affligeant de voir des personnes qui apparaissaient comme même issus du clan des hommes de progrès, qui pour certains étaient favorables à des évolutions pour la langue, qui étaient des autonomistes dans l'âme, et qui aujourd'hui redeviennent des archaïques et des petits valets, avec derrière l'État, avec son premier serviteur, le préfet, qui tient ce discours pour essayer de capter cet électorat crédule qui peut penser qu'il peut y avoir des années de malheur s'il advenait qu'une nouvelle majorité nationaliste forte s'installe aux commandes de la Corse. Moi je crois qu'ils sont dans le faux, ils sont dans l'erreur, et ils vont être d'autant plus dans l'erreur que malgré toute leur volonté et toute leur force étatique d'essayer d'instrumentaliser ce scrutin, ils vont se retrouver avec une gifle monumentale, il va y avoir une légitimité de ce droit au changement, et à ce moment-là ils vont être obligés de l'appliquer encore plus. Alors ce sont des propos qu'on entendait il y a 20 ans, il y a 30 ans et 40 ans, vous avez parlé de la CFR tout à l'heure, les années 80, néanmoins l'opinion publique en Corse a profondément évolué. Aujourd'hui, il fut un temps, lorsqu'on parlait d'autonomie, on associait presque ce mot au terrorisme, lorsqu'on parle de co-officialité, lorsqu'on parle de toutes ces thématiques qui sont dans l'air du temps actuellement en Corse, il y a quand même une forte adhésion des Corses, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Vous le sentez, ça Les Corses, comme les autres, écoutent les informations, ils lisent les journaux, ils voient ce qui se passe, ils ont vu l'évolution des pays de l'Est, les pays baltes, le Kosovo, la Macédoine, ils voient la volonté très forte des Catalans de retrouver leur légitimité, ils ont vu les scrutins pour la souveraineté en Écosse, ils ont vu ce qui s'est passé en Irlande. Donc ils comprennent qu'aujourd'hui, le droit des peuples historiques, des droits de ces peuples qui font partie d'un capital vivant de l'humanité, eh bien, qu'il est réel et qu'on a le droit de l'affirmer, et ils ne le voient pas comme quelque chose de défiant et quelque chose d'archaïque. C'est dans la modernité. L'archaïsme, c'est de vouloir conserver le statu quo. Et dans ces conditions, heureusement qu'on a un peuple dynamique et qu'il a su prendre conscience de la réalité des choses, de la justesse de nos revendications, et qu'aujourd'hui, eh bien, une grande majorité est adossée à nos revendications. 3 députés nationalistes qui ont été élus récemment, vous pensez que ça peut faire changer les choses, évoluer encore plus les choses ? Non, malheureusement, avec l'organisation de la France, 3 députés sur un Parlement français, ils sont noyés. Par contre, c'est le message. Ça veut dire que la Corse a envoyé une représentation qui n'est pas une représentation française, mais une représentation corse, avec un message, c'est qu'on veut voir les choses autrement et qu'on veut une évolution politique très forte et qu'on veut que nos aspirations qui sont légitimées par les urnes soient prises en compte au plus haut niveau de l'État avec la mise en place d'une réforme institutionnelle et constitutionnelle qui nous permet de déboucher sur un statut novateur que nous appelons et qu'il semblerait que le président de la République soit prêt à accepter. Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Europe actuellement, en Écosse, où l'indépendance a été ratée de peu finalement, lorsqu'on regarde le référendum qui s'est déroulé il y a 3 ans, la Catalogne aujourd'hui, les résultats des nationalistes en Corse, est-ce qu'on ne se dit pas que c'est dans l'air du temps finalement et que ça pourrait s'amplifier dans les années qui viennent, ce désir d'émancipation ? Seulement, il faut qu'il s'amplifie, mais il faut qu'il se concrétise. On ne peut pas continuer à avoir un conflit politique qui dure encore 50 ans. On doit solder aujourd'hui cette première étape avec la prise en compte de la volonté des Corses. On n'est pas exigeant, on n'est pas sur une logique de sécession immédiate. On demande des dévolutions fortes sur des pouvoirs qui sont des pouvoirs de gouvernance au quotidien. Et ça passe par une règle qui doit être donnée dans un laps de temps de 3 ans. Il faut qu'à la fin de cette mandature, la prochaine collectivité territoriale, elle ait les pleins pouvoirs sur l'autogestion de la Corse.
Eh bien, Maria, peut-être une dernière question pour Paul Félix. Question, justement, vous parliez, on va revenir quand même sur l'État, parce que c'est quand même lui qui, pour l'heure, a les clés en main, même si effectivement le peuple peut délivrer un message à cet État pour le futur, en fait, et pour l'avancée dans ce futur. On avait entendu le président de la République s'exprimer notamment sur la thématique de la colonisation. Par rapport à la Corse, est-ce qu'il peut y avoir un parallèle qui peut être fait ? La Corse a été conquise militairement, achetée. On peut même se poser la question sur la légitimité de ce traité d'achat, puisqu'il n'a pas été enregistré à l'ONU, et qu'on est donc une terre sans droits internationaux. Mais aujourd'hui, la Corse n'est pas la France. Leurs destins ont été liés par 2 siècles et demi de coexistence. On doit trouver un compromis à la hauteur des enjeux. La Corse ne va pas asphyxier la France. On n'est pas dans la même problématique que la Catalogne si elle se sépare de l'Espagne, où l'Espagne va perdre en pouvoir économique 30% de ses autofinancements extérieurs. Nous sommes sur uniquement une discussion de portée politique et sentimentale. Je ne pense pas que la France soit si attachée que ça à la Corse. Sinon, elle nous l'aurait montré. On aurait eu des moyens adaptés avec un développement harmonieux et social. Donc dans ces conditions, moi je crois qu'une majorité forte, portée de manière claire sur un discours où il est annoncé dès le départ qu'on veut avoir des moyens nouveaux, on veut un pouvoir institutionnel et constitutionnel qui nous permettent de s'auto-administrer, bien je crois que ça doit être négociable. C'est pas ça qui va ruiner la France. Par contre, c'est ce qui peut faire le bonheur de toute la Corse. Et c'est à nous de montrer à tous ceux qui n'y croient pas encore qu'il ne faut pas se jeter vers les sirènes de l'archaïsme qui ont essayé de se parer des plus beaux habits et de visages très enjôleurs, mais de se tourner vers un discours politique cohérent qui a de la rigueur et qui a de la constance depuis 40 ans. Et enfin, les nationalistes qui débattent sur le terme d'autodétermination, les nationalistes de la majorité territoriale. L'autodétermination, c'est le droit d'une population de choisir un modèle d'organisation spatiale de gouvernance. Il ne peut intervenir que si on a déjà exercé une certaine forme de pouvoir et qu'on a remonté le niveau de vie pour que ce choix soit fait en connaissance de cause. Mais l'autodétermination doit déboucher sur un système référendaire. On ne peut pas décréter une autodétermination individuelle. Et si demain on doit même avoir un scrutin référendaire, il faut poser la question. La question, elle est simple. C'est pour ou contre une souveraineté absolue de la Corse dans un espace méditerranéen et européen, au même titre que Malte, au même titre que peut-être la Catalogne demain, au même titre que la Macédoine et d'autres petits pays. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dire autrement, c'est tromper les gens. Merci beaucoup Paul Félix Benedetti d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Au revoir. On vous retrouve, on l'a compris, le 15 octobre pour dévoiler cette fameuse liste pour les territoriales. À bientôt. Merci de m'avoir invité.